du groupe Straumann, parce que certains d'entre vous ne le connaissent pas nécessairement. Donc, Straumann, c'est un des acteurs majeurs de l'industrie dentaire. Donc, la spécialité première et ce pourquoi on est principalement connu, c'est la fabrication d'implants et de tout l'écosystème qu'il y a autour de l'implant, donc aussi bien les outils coupants, la prothétique, etc. La société a été créée en 1954, mais là où on a vraiment commencé à exploser, c'est à partir de 2012. Et nous avons aujourd'hui l'année dernière, atteint le 2 milliards de chiffre d'affaires, 9000 employés dans le monde. On est présent pratiquement partout. Et concrètement, l'entreprise s'est diversifiée récemment avec des aligners et avec d'autres éléments, donc des outils électroniques permettant de faire des scanners, ce genre de choses. Mais là où nous travaillons avec le DDMRP, c'est sur le métier de l'implantologie, et précisément sur le site de Villeray, ainsi que d'autres entreprises du groupe. Le cœur du métier, c'est le décolletage. C'est-à-dire qu'on commence par faire des pièces qui sont décolletées, et ensuite, nous avons toute une série de traitements, d'assemblages, etc. Et nous fabriquons donc, comme je disais, l'intégralité de l'écosystème. Comme vous pouvez imaginer, ça crée une certaine complexité en termes de nombre de références et en termes de processus. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à travailler en DDMRP ? En fait, c'est un bilan tout simple qui est partagé par la plupart des entreprises, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des difficultés à tenir les délais. Donc, on paramètre un délai plus grand, on ne le tient pas parce qu'on crée plus d'OF, donc plus d'encours, et on se retrouve en fait à avoir un cycle infernal où on a des éléments qui deviennent très, très importants en termes de volumétrie dans les encours. Et la problématique principale, c'est de pouvoir s'adapter à la réalité en continu, en fonction de ce qui va réellement être consommé, plutôt que de prédire l'avenir avec précision. Donc, pour être très, très concret, quand on a un ordre qui est lancé, on s'imagine toujours qu'il va arriver à l'heure, mais les priorités font que ça ne se passe pas comme prévu, dans tous les cas. Et on a un système qui se retrouve comme extrêmement nerveux avec tout plein de règles variables qui sont déterminées et énormément de travail d'ordonnancement. Donc, sur le site de Villeray, on a aujourd'hui plus de 2000 références de produits finis. C'est quelques chiffres un peu pour donner une idée de ce qu'on doit gérer. 10 000 références actives avec 3000 OF en moyenne sur le site. Le point qui est important pour nous aussi, c'est une croissance qui est extrêmement importante. On a en moyenne sur les 2-3 dernières années du 18% de croissance par an. Donc, quand on a une entreprise où on a effectivement 180 machines qui sont en train de tourner aujourd'hui et qu'on a 45 nouvelles machines qui sont arrivées sur l'année et 140 nouveaux collaborateurs, vous pouvez imaginer la difficulté qu'il peut y avoir à coordonner cet ensemble et à avoir un niveau de performance correspondant à ce qu'il peut attendre pour nos clients. La méthodologie aujourd'hui, elle nous a amené des gains principaux qui sont donc une méthode qui soit cohérente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des éléments constitutifs du DDMRP ne sont pas des révolutions en soi. Ce qui est révolutionnaire, ou plutôt ce qui est vraiment une avancée majeure, c'est d'avoir mis l'ensemble de ces éléments avec une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui travailler avec des éléments qui sont des éléments de flux et des processus qui soient autoporteurs. Nous avons donc des gens qui comprennent le pourquoi. Je vous donne un exemple très concret dans l'atelier. On a un EF qui est en retard. On commence à dire cette pièce-là, il faut absolument la faire passer. Et on a toujours les gens de production qui challenge pour dire mais ok, est-ce que c'est vraiment un vrai retard ou est-ce que c'est juste parce qu'on ne respecte pas une date ou n'importe quoi? Alors que lorsqu'on travaille dans ces éléments-là, vu qu'on cherche à avoir un certain niveau de couverture du flux et une disponibilité des composants, on a la possibilité vraiment de rendre la chose beaucoup plus limpide et beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Nous avons défini donc un ensemble de règles qui déterminent la priorité non pas selon la date, mais selon l'état actuel du flux. Les équipes prennent un niveau d'autonomie qui est beaucoup plus grand et une adaptation continue. Par exemple, si vous avez consommé un peu plus que prévu, votre état du buffer descend. Votre état du buffer étant votre indicateur principal, vous avez automatiquement la priorité qui se met sur ces pièces-là. Donc, on a des gains qui sont à la fois au niveau financier et au niveau service, comme je pourrais vous l'expliquer un peu plus en détail si vous le souhaitez. Un monitoring qui est constant et des gains en termes de collaboration où tout le monde est aligné exactement sur la réalité de la cible. Concrètement, pour y arriver, il a fallu garder un contrôle chez nous accru et un ordonnancement très fin sur les goulots. Donc, on a concrètement un ordonnancement fin à 2 semaines figées sur la partie de décolletage, mais tout le reste du flux est géré selon le même principe de DDMRP, où on a le drum, si j'ose dire, qui est déterminé par le décolletage, et tout le reste du flux
fonctionne sur l'adaptation continue des priorités. Pour que ça marche, il faut évidemment avoir une implication des personnes de production qui soit dès le départ du projet. C'est très perturbant pour les personnes en production au départ, puisque la plupart des entreprises fonctionnent avec des principes de taux de service atelier qui n'ont plus forcément cours quand on travaille en DDMRP. Concrètement, encore une fois, si vous avez lancé un ordre à un moment donné avec une prévision de consommation ou une prévision d'état, la réalité est qu'avec un temps de passage de 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et il est très, très fréquent de se retrouver à devoir avoir des gens qui mettent à jour systématiquement les dates en continu. Et mettre à jour les dates en continu, si vous n'avez pas la possibilité pour 3000 OF en cours de mettre à jour toutes les dates tous les jours, ça signifie que vos dates sont systématiquement obsolètes au moment où vous faites l'opération. Alors qu'avec un système comme celui-ci qui est fortement automatisé, même si ce n'est pas à 100%, vous avez l'information qui se diffuse et qui se cascade instantanément pour l'ensemble des flux. Donc vous avez un poste qui va être limitant, un poste par exemple la notisation, où aujourd'hui, chaque matin, les personnes ouvrent leur file d'attente et connaissent exactement ce qu'ils ont à faire par rapport au niveau de priorisation qui a été déterminé par nos règles. Pour que ça fonctionne, évidemment, donc vous avez besoin de cette implication et vous avez aussi besoin d'une adaptation de votre charge CAPA qui soit en amont avec un processus efficient. Donc ça, c'est vraiment le facteur clé pour moi de succès et avoir un très bon monitoring de vos encours. Un autre point qui est majeur, c'est comme vous ne cherchez pas à prédire l'avenir, mais à garantir la meilleure exécution sur le terrain, vous avez systématiquement des petites différences entre le calcul de charge qui émane de l'ERP et celui qui sort du DDMRP. Vous n'arriverez jamais à avoir une réconciliation qui est totale. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir des éléments macro dans le SNOP qui vous permettent de garantir cette capacité. Donc, comment je peux dire ça? Vous avez besoin d'avoir ces gens qui comprennent les implications et qui puissent vraiment être porteurs. Si vous n'avez pas des personnes au sein de votre organisation qui aient cette vision globale et l'intérêt réel, c'est presque une profession de foi, j'ai envie de dire, quand on travaille avec ces modèles-là, dans la mesure où il est extrêmement difficile d'anticiper les résultats. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir des niveaux de service, comme j'en parlais un peu avant la séance à Bernard et à Laurent. En septembre dernier, on prévoyait d'avoir plus 13% de croissance sur 2022. Et là, on est plus sur du plus 20, plus 25%. Avec un temps d'obtention de machines d'1 an et demi à peu près, vu l'état de situation du marché et vu la difficulté à recruter, on a réussi malgré tout à avoir un output qui a été inférieur aux besoins pendant plus de 6 mois, tout en gardant sous contrôle nos niveaux de retard. On a un niveau de retard aujourd'hui qui est de l'ordre de 2-3 jours de production sur la volumétrie, ce qui est négligeable comparé à la difficulté qu'on a eue en termes de production. Concrètement, vendre pratiquement 20% de plus en n'ayant que 10% de plus en production, ça montre bien une gestion des priorités qui a été idéale. Et notre processus de montée en CAPA a aujourd'hui atteint le stade et on rentre sur une vitesse de croisière et on est en train de revenir. On arrivera à la fin de l'année à avoir couvert l'intégralité de cette augmentation avec un impact client qui est négligeable. Pour vous donner un petit peu une visibilité sur ce qu'on utilise, donc prenons un exemple sur un article. Vous voyez le graphe en haut à gauche où nous avons la courbe violette qui est la courbe en fait du flux, où on se retrouve en fait à devoir lancer au fur et à mesure, et on voit l'évolution du stock sur la courbe noire. Donc, on vous visualisez par exemple un point de rupture qui a été déterminé sur j'arrive pas bien à lire la date exacte, mais sur le mois de mai 2021. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple de situation, et vous pilotez en fait l'ensemble de manière qui est extrêmement lisible pour la plupart des personnes. Et en monitorant correctement vos encours, vous avez la possibilité de voir votre évolution à la fois à l'article, mais également à la famille ou encore sur l'ensemble de vos paramètres. Pour nous, aujourd'hui, le gain vraiment essentiel, c'est ce gain de visibilité et d'alignement automatique des priorités pour l'ensemble des intervenants. Plus personne en production aujourd'hui ne se pose la question de savoir si c'est une priorité ou pas. Chacun sait exactement son état de situation et sa contribution à la performance de l'entreprise, simplement en lisant les niveaux de priorisation qu'on a déterminés. Ça nécessite aussi de modifier un certain nombre de modèles dans la gestion du quotidien et dans ce qu'on appelle les SFM, donc vraiment le suivi quotidien dans l'atelier, nécessite d'avoir cette approche et cette compréhension du flux avec une très très forte décentralisation.
Les éléments théoriques sous-jacents et tout ce qui va permettre d'obtenir ces résultats vont vous être un peu mieux expliqués par Bernard que par moi-même. L'objectif, c'était de vraiment présenter très très rapidement un petit peu le contexte et ce qu'on a fait nous et les raisons pour lesquelles on a été mené à travailler de cette façon-là. J'avais prévu de faire vraiment très très court, de manière à ce qu'on ait un petit peu de temps pour répondre aux questions si vous en avez. Et donc, je suis à votre écoute sur ces éléments. Toutes les questions que vous pouvez avoir. Peut-être, Julien, juste une petite question par rapport au graphe qui est en haut à droite. Là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la bande bleue et en quoi c'est important qu'elle soit faible? Alors, la bande bleue, c'est l'inventaire excessif. Autrement dit, ça correspond aux pièces pour lesquelles vous êtes au-dessus de votre flux. Donc, chez nous, on a des cas particuliers où on le fait volontairement. Donc, par exemple, quand on a du phase-out de pièces, où on souhaite concentrer la production des éléments qui vont être arrêtés, où là, on va choisir effectivement de produire volontairement en avance, et donc on a un inventaire excessif pendant une certaine durée. Mais ce que l'on souhaite évidemment, c'est de l'avoir le plus bas possible, puisque ça correspond au trop, alors que l'objectif dans le DDMRP, c'est d'avoir l'inventaire adapté avec exactement les quantités que l'on souhaite avoir dans le flux par rapport à une situation. Donc, le but, c'est d'avoir le maximum de vert, tout simplement. Le jaune étant un inventaire qui est en dessous de notre cible, et le rouge, c'est de la rupture ou de la presque rupture. Donc, ça donne une visibilité clairement sur l'état de santé de notre stock, non pas simplement dire nous avons du stock et donc les financiers qui sont mécontents de la performance, mais de plutôt garantir que l'intégralité des pièces que l'on a en stock sont vraiment des pièces que l'on souhaite avoir en stock, et donc de limiter cet effet de bimodal, je crois qu'on appelle, qui pose problème à la fois aux financiers et aux logisticiens, puisqu'on se retrouve systématiquement dans une situation où on a trop de ce qu'on ne veut pas et pas assez de ce que l'on voudrait. Et donc, on pilote vraiment ces éléments-là aujourd'hui de manière beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace. Super. Est-ce que c'est possible, Julien, d'avoir ta présentation pour que je puisse l'envoyer aux participants? Oui, bien sûr. Par la suite? Bien sûr, tout à fait. Après, si vous le souhaitez, j'ai mis un petit peu les paramètres que l'on utilise aujourd'hui en complément. Enfin, les paramètres, les bases des paramètres et un petit peu le scope de ce qu'on utilise. Parce que j'avais préparé ça pour un partage avec d'autres entreprises qui utilisent. C'est quelque chose également que vous aurez en complément. À noter que dans la méthodologie des DMRP, normalement, quand on est puriste, on utilise exclusivement on devrait utiliser exclusivement les consommations réelles du passé. Il se trouve que dans notre cas, on a eu pas mal de cas. En puriste, mais c'est vrai que dans pas mal de cas, on fait du mix. Il faut distinguer puriste et dogmatique. Voilà, on va dire ça. Si on veut être 100% dogmatique, on utiliserait le passé, mais la réalité, c'est que dans notre cas, on utilise un mix. Donc, on prend les historiques des 16 dernières semaines et les prévisions des 16 prochaines semaines, parce qu'on a quand même des éléments de phase-in, phase-out et des variations qui nécessitent d'avoir un petit peu plus d'éléments. En termes de master data, on utilise un lead time qui est calculé sur la base des gammes plutôt que d'utiliser le passé. Donc ça, c'est un élément aussi qui est assez important, je trouve, et qui a permis de visualiser, de mieux comprendre beaucoup d'implications. Si vous lancez une pièce trop tard par rapport aux besoins, vous allez avoir un temps de passage qui va être plus court puisque vous allez le prioriser intelligemment. Et quand vous allez consulter l'historique, vous allez dire « Ah, c'est super, on est plus rapide que prévu ». Et donc, vous allez réduire le lead time et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez du coup raccourcir encore le temps de passage, ce qui est bien, sauf que ça va se faire au détriment de l'efficacité, puisqu'une pièce que vous aurez lancée trop en avance, vous allez à contrario la faire ralentir, et donc vous allez avoir l'élément du cycle infernal. Donc, ce sont des choses qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir travailler de manière plus efficace, et pour réconcilier le mieux possible avec le calcul du besoin et du calcul de charge de SAP, nous travaillons en fait avec la zone rouge, donc le buffer, qui est modélisé comme une couverture de sécurité dans SAP, ce qui fait que le calcul de charge est à peu près équivalent en vue macro sur le long terme, à peu près équivalent à ce que le calcul de DDMRP pourrait donner. Ça reste des éléments qui sont très approximatifs, néanmoins suffisants pour faire du SNOP sur 1 an et demi, 2 ans, et donc de pouvoir vérifier les niveaux de charge que l'on souhaite avoir. Donc, on n'est pas en conflit en fait avec le MRP classique, c'est plutôt une intégration d'un modèle plus performant pour la gestion
moyen terme, tout en intégrant une gestion long terme dans le cadre de SAP et dans le cadre des exercices budgétaires assez classiques. D'accord. Ben, merci pour toutes ces infos, Julien. Je vous en prie. Très apprécié. Moi, je propose qu'on aille de l'avant et puis s'il y a encore des questions, on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Non, Julien doit nous quitter pour 13 heures. Donc, s'il y a des questions qui sont plus spécifiquement, qui concernent plus spécifiquement Stroman, bon, je pourrais répondre sur certains éléments du projet, mais faut pas qu'on hésite à questionner Julien avant qu'il ne s'enfuit. Exactement. Merci Bernard. Oui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro ou à noter ou à écrire vos questions. Julien, juste une petite question supplémentaire de mon côté. Tu peux nous redonner en perspective quand est-ce que la mise en place a eu lieu et quelles sont les phases peut-être que vous avez vécues dans cette période? Effectivement, alors le tout début du projet, je n'étais pas là. Ça a été initié par le directeur actuel du site, donc c'était en tout début en 2020. La première phase a été vraiment de cartographier les flux, quelles sont les principales familles, ce qu'il a fallu faire. Ensuite, il y a eu toute une phase d'apprentissage où ça a été assez complexe, puisque justement, comme on sortait un petit peu les gens de leur zone de confort, si j'ose dire, on a dû passer par une phase de formation assez longue et ensuite, il a fallu créer un comité, je dirais, de gens qui ont vraiment cette sensibilité pour pouvoir garantir que les règles de gestion aillent bien. À titre d'exemple, on a par exemple des gens qui ont été très très mal à l'aise avec la suppression de la date dans le domaine de priorisation et également cette sensation de perte de contrôle. C'est-à-dire que les gens disent « mais oui, mais les pièces vont arriver quand ? Comment on va arriver ? Quels vont être précisés ? Quel va être le taux de service qu'on peut attendre ?» Ce genre de choses, où il a fallu travailler sur des éléments de… Comment on appelle ça ? Des éléments, je dirais, de coordination et d'accord sur quels étaient vraiment les vrais indicateurs. Alors, on revient un petit peu sur la fameuse citation. Qu'est-ce qu'on attend finalement dans l'atelier ? Est-ce que c'est de respecter la date qui a été annoncée il y a 4 mois ou est-ce que c'est de garantir que les pièces dont on a besoin sont disponibles aujourd'hui ? Par rapport à ça, ça a posé pas mal de difficultés et une sensation de perte de contrôle. Donc, il a fallu, là, ça fait bientôt 1 an qu'on a vraiment appliqué réellement les règles telles que je vous les ai expliquées là, avec de la priorisation d'atelier 100% basée sur la disponibilité dans les buffers et on a vraiment des résultats qui sont très bons, mais ça a pris quand même pas mal de temps et surtout de formation pour les gens. C'est-à-dire que le système fonctionne bien, les règles sont claires et sont connues et on a quand même assez facilement des dérives managériales, je dirais, avec des retours aux vieux réflexes. Et comment je peux dire ça ? Le travail d'accompagnement sur le terrain a nécessité pas mal d'énergie. Ouais. Il y a une question qui vient d'arriver, je pense que tu y as répondu en partie, Julien. Pierre-André demande quel est l'impact sur les collaborateurs, sur les compétences, sur l'autonomie, sur le PDCA. Alors, sur les collaborateurs en production, l'impact, il est, j'ose à peine employer le mot, mais merveilleux. J'ai encore eu un cas hier où les personnes ont partagé un sentiment de contribution au résultat, c'est-à-dire que chacun est autonome, prend sa liste le matin, c'est exactement ce qu'il a à faire, ce qu'on attend de lui. Le message est d'une clarté limpide pour tout le monde. Il y a vraiment une intuitivité dans le travail de l'opérateur et des chefs d'atelier. Pour ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un sentiment de partage de l'information et de clarté dans le résultat. Donc ça, c'est vraiment très bon. Pour les ordonnanceurs, ça permet d'avoir, pour les ordonnanceurs des postes boulot, ça permet d'avoir une information qui est beaucoup plus exploitable parce qu'elle est simple. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 ou 5 niveaux de priorité. Vous savez exactement par rapport à vos contraintes ce que vous devez placer et ce qui permettra d'obtenir le meilleur résultat. Et pour les planificateurs, par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent essayer de faire une extrapolation de la date que l'on peut estimer raisonnablement par rapport au niveau de nos attentes sans pour autant avoir une surintervention dans l'exécution du terrain. Donc, c'est là où on a un sentiment un petit peu de perte de contrôle qui peut être assez inconfortable.
Néanmoins, sur une période à peine plus longue, on dirait, que la journée, donc quand on travaille vraiment à la semaine et qu'on a des éléments comme ça, on arrive à avoir un niveau de prévisibilité qui est tout à fait satisfaisant. Pour revenir un petit peu sur l'historique du projet, effectivement, le projet a été mis en œuvre début 2020. Donc, en fait, toute la période Covid est passée par là juste après ou pendant le projet. Et un des points de retour d'expérience, justement, fin 2020, de la part d'Éric, notamment d'Éric Fromentel, c'est que ça avait été absolument essentiel pour pouvoir reprendre après Covid, après le confinement, et gérer dans une situation de reprise de la demande très forte les jeux de priorité cohérents et sans partir en mode panique, quoi. Donc c'était aussi quelque chose d'important. Un autre point aussi, c'est que ça a été un véritable avantage concurrentiel. C'est-à-dire que comme on avait la possibilité de positionner des buffers aux bons endroits pour avoir des temps de passage, enfin des temps de réaction client beaucoup plus courts, ça nous a permis d'avoir des effets d'opportunité et de prendre des parts de marché qui sont juste incroyables. Aujourd'hui, on a quand même 40% du marché premium, 25% du marché mondial sur les implants quand on prend toutes les marques. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé sur la partie premium, puisque c'est la seule aujourd'hui qui travaille en DDMRP, pour avoir cette réactivité et cette efficacité. Excellent. Il y a Pierre-André qui te remercie pour la réponse et puis qui en pose une nouvelle. Le processus méthode semble très bien au niveau productif. Comment le DDMRP a été intégré auprès des autres composants du processus de valeur globale pour le client? Expérience client, gouvernance, etc. Alors aujourd'hui, on a mis le DDMRP en VMI ou GPA si vous préférez. C'est nous qui pilotons en fait le stock central du siège. Donc, on a complètement intégré la vision client par rapport à ça. C'est quelque chose qui a été vraiment complètement intégré. Donc, on est en collaboration très, très étroite avec le siège de ce point de vue-là. Le processus méthode, par contre, n'a pas été tout à fait intégré, pas suffisamment à mon goût en tout cas. Donc, on a commencé à le faire en mettant des points de découplage sur un nombre assez important de gammes, puisque si vous voulez, la méthodologie, si on voulait vraiment la simplifier à outrance, ça correspond à un modèle où vous avez des systèmes de Kanban auto-adaptés au fur et à mesure. Et donc, si vous n'avez pas des points de découplage au niveau de vos gammes qui sont faits de façon intelligente par rapport à ce que vous voulez stocker ou pas, ça peut provoquer un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, il y a encore peu de temps, nous avions des gammes sur lesquelles on faisait des lots de taille beaucoup trop petite au niveau du décolletage par rapport à des contraintes qui étaient beaucoup plus loin dans la gamme. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été suffisamment intégré au début du projet et où on est encore en train de raffiner aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie vraiment méthode, définition des gammes, des buffers, etc. Donc, on a ces éléments-là qui sont intégrés, même si ce n'est pas encore suffisant, et le client, par contre, qui est très, très intégré. Sur les autres secteurs, j'avoue qu'on a encore des progrès à faire. OK. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. Est-ce que Bernard, tu veux prendre la main? On va prendre la main. On va remercier Julien parce que je crois que tu files en réunion SNOP, c'est ça? Effectivement. Dans 3 minutes, il faut que j'y sois. Si vous aviez des questions ou des souhaits d'échanger davantage sur ces méthodes ou sur d'autres éléments autour du DDMRP, n'hésitez pas à me contacter. Je me rendrai disponible avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais. À bientôt, merci. Alors, j'ai essayé de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Alors, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. Super. Hop, je vais déplacer ça. Voilà, parfait. Donc, merci à tous pour votre invitation à participer à cette session. Et j'espère. Alors, c'est forcément un survol, mais c'était important, je pense, de démarrer par un témoignage concret qui a été partagé, je pense, de manière excellente par Julien. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner un petit peu de background sur de quoi on parle et qu'est-ce que c'est que cette méthodologie Demand Driven, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va être forcément très superficiel parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps que la demi-heure qui vient pour
pour passer en revue. Ceci étant, je vais essayer de vous donner quelques points de repère de manière à démystifier peut-être un petit peu ce dont il s'agit. Donc, la première des choses que je voulais partager, c'est de dire aujourd'hui, la plupart des entreprises ont au cœur de leur système d'information, au cœur de leur système ERP, une logique qui est pré-câblée, qui est la logique MRP, MRP2. La logique donc de calcul de besoin, on va partir de prévision de vente, on va partir de commande ferme sur le court terme, on va établir un programme directeur de production, un MPS, et puis calculer des besoins, et donc des besoins dépendants sur tous les niveaux de la nomenclature. C'est la méthodologie qui est prépondérante dans la planification des usines, des supply chains de par le monde. Cette méthodologie, elle a été édictée dans les années 60-70 et en fait en termes de mode de fonctionnement, de principe à la clé, ça n'a pas évolué depuis. Moi-même, j'avais suivi et été formé à la méthodologie au travers des formations et des certifications APIX à la fin des années 80, et ce que l'on apprenait à ce moment-là sur comment faire un plan industriel et commercial, un programme directeur de production, des calculs de besoins, un suivi d'activité en phase d'exécution, c'est exactement la même chose que l'on explique aujourd'hui. Alors que dans ce laps de temps, le monde a vraiment été profondément modifié, et donc on peut légitimement se poser la question de savoir si les méthodologies de planification ont besoin d'évoluer. Alors c'est pas non plus une question totalement nouvelle, puisque on a aussi au fil des décennies mis en place des logiques de flux tiré. Système de production Toyota, le Lean, la théorie des contraintes pour ceux d'entre vous qui sont familiers de la théorie des contraintes. Tous ces mécanismes de flux tiré ont apporté des bénéfices sur les périmètres sur lesquels on les met en œuvre, mais souvent on les a mis en œuvre sur des périmètres relativement limités au sein de l'atelier, entre un client et un fournisseur, etc. Mais on a souvent eu du mal à déployer ce type de méthodologie sur des chaînes complètes, sur des chaînes de valeur complètes, parce que, sans doute pour plusieurs raisons. Alors d'une part parce que les systèmes d'information, les ERP n'étaient pas câblés pour ça, et donc il y avait une difficulté d'intégration au système d'information. Et puis aussi, il y a, je dirais, une grande variété de techniques, d'approches, qui font que finalement, même si il y a certains principes de base de flux tiré lissé qui ont pu être partagés dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas réellement un standard, un mode de fonctionnement que l'on peut déployer et qui puisse être partagé avec l'ensemble des équipes et qui facilite la mise en œuvre. Donc, je vais y revenir un petit peu en décrivant un peu plus des DMRP. Je pense que c'est vraiment là que la méthodologie et les méthodologies Demand Driven apportent des avantages. Alors, en quoi est-ce que le monde a évolué entre le moment où la méthodologie MRP a été définie et aujourd'hui? Je vais prendre juste deux exemples qui sont que vous connaissez sans doute. Un premier exemple qui est juste les portefeuilles de produits. Et là, j'ai pris un produit de Danone que sans doute vous connaissez. Typiquement, Danette, c'était un produit qui a été lancé en 70. C'était une crème dessert chocolat. Je crois que c'est 7 ou 8 ans après que les saveurs caramel et vanille ont été ajoutées. Et aujourd'hui, tout ça n'a plus rien à voir puisque si vous allez voir les linéaires de supermarché, vous allez trouver sans doute aux environs d'une quarantaine de variantes possibles de ce produit-là, avec y compris des saveurs qui vont être temporaires, etc. Donc on est
en termes de complexité des portefeuilles produits, en termes de dynamique de marché, en termes d'évolution de la demande, dans un monde qui est très très différent de celui qui prévalait dans les années 70 lorsque MRP a été mis en avant. Et un des corollaires de ça, c'est que autant c'était sans doute relativement fiable et possible de faire des prévisions de vente sur la danette chocolat. Je crois qu'il y avait au départ un seul format et ensuite un petit peu plus tard 2 formats. Aujourd'hui, prévoir le volume de vente de chacune des variantes de danette dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, c'est sans doute un challenge beaucoup plus compliqué et de fait, les prévisions, la fiabilité des prévisions s'érode au fil du temps. Le deuxième grand paramètre qui a eu lieu au fil de ces dernières décennies, c'est que les supply chains ont été modifiés dans leur nature, dans leur structure, avec la globalisation, avec la recherche de sourcing dans des pays low cost, mais aussi avec simplement la commercialisation de produits sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, il est absolument courant pour nous de cliquer sur un site en ligne et puis de s'attendre à être livré le lendemain d'un article qui a été fabriqué à l'autre bout du monde, et c'est devenu une nouvelle normalité. Ce qui veut dire qu'on a des chaînes, des supply chains aujourd'hui qui sont autrement plus complexes que celles que l'on pouvait vivre il y a quelques décennies seulement. Aujourd'hui, je pense, alors, quand moi j'ai commencé à travailler sur la vulgarisation des approches demand driven, c'était en 2014-2015. Quand on parlait du fait que le monde était de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, toutes les entreprises n'adhéraient pas nécessairement, et parfois on avait des remarques en disant oui, non, c'est un petit peu exagéré, etc. Ce qui s'est passé, c'est depuis 2020, a complètement exacerbé les phénomènes, et ce que l'on continue à vivre aujourd'hui avec les tensions géopolitiques, avec la guerre en Ukraine, avec l'ensemble des difficultés que l'on peut rencontrer, ne fait que corroborer le fait que on est dans un environnement qui est de plus en plus instable et que la capacité des entreprises à s'adapter et à développer de l'agilité et de la résilience est absolument clé, et c'est un facteur clé non seulement de succès aujourd'hui, mais aussi de pérennité pour les entreprises. Et ce phénomène, alors, qui peut avoir il peut y avoir des épiphénomènes d'augmentation de la volatilité, comme on le vit ces 2-3 dernières années, mais c'est en fait, quand on regarde sur le temps long, sur les dernières 10 années, 15 années, on voit effectivement et on mesure le fait qu'il y a de plus en plus d'incertitudes et que donc caler nos modes de fonctionnement, nos modes de pilotage sur le principe que l'on va arriver à faire des prévisions fiables ne fonctionne pas et fonctionne de moins en moins. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner les prévisions. Tout à l'heure, Julien nous disait par exemple que il y avait plus 140 opérateurs et plus je sais plus combien, 45 décolleteuses dans l'entreprise. Si vous ne prenez pas à temps, 1 an, 2 ans à l'avance, les décisions d'ajustement capacitaire, sachant que les délais de réaction sont de cet ordre-là, vous n'avez aucune chance de passer. Donc ça veut dire qu'on a absolument besoin de prévision pour anticiper le futur, pour piloter notre plan industriel et commercial, pour adapter
notre système et le préparer dans une certaine, on va dire, dans une certaine bande passante, préparer notre système industriel à la demande à laquelle on va faire face. Par contre, cette demande, on va pas pouvoir vraiment l'anticiper de manière détaillée. Et ce que l'on sait, c'est que la demande réelle va différer de la prévision que l'on a pu faire. Donc, ça veut dire que on va essayer à la fois dans la conception de la supply chain et dans le mode de pilotage de cette supply chain au quotidien, on va essayer de s'assurer que on réagit par rapport à la consommation réelle, par rapport aux commandes réelles, dans une logique de flux tiré. On ne va pas abandonner les prévisions. Si on a des lancements de nouveaux produits, si on a des produits en fin de vie, si on a des produits avec des promotions, etc., absolument, on va prendre en compte les prévisions pour ajuster et dimensionner les boucles de réapprovisionnement, mais on va faire en sorte que les erreurs de prévision aient le moins d'impact possible sur les ordres, à proprement parler, les ordres de fabrication, les ordres de distribution, les commandes d'achat que l'on va placer. Tout cela est basé sur un modèle opératoire qui est en fait un modèle de flux tiré qui a été construit en mettant en commun des bonnes pratiques issues de choses très bien connues. Donc, quand vous vous penchez un petit peu sur les méthodes demand-driven, si vous êtes adepte du Lean et du Kanban, vous allez retrouver des choses qui ressemblent furieusement à du Kanban dynamique, électronique, digitalisé, etc., mais qui est vraiment sur des principes à la fois de pilotage visuel, de recomplètement de boucles, qui ressemblent furieusement à des mécanismes de Kanban. Vous allez avoir des pilotages des flux de fabrication par les contraintes, donc ce qu'on va appeler les goulots, les drums en anglais, qui viennent directement de tout le corpus de connaissances de l'école de pensée de la théorie des contraintes. On va aussi utiliser des mécanismes qui viennent du MRP. On va utiliser du calcul de besoins pour cascader les besoins au travers des nomenclatures, pour interconnecter des sites clients et des sites fournisseurs, etc. Dans cet ensemble-là, on va l'utiliser d'abord pour concevoir et se reposer quelques questions de base sur quelle est la conception de notre supply chain. Et par exemple, on va se poser la question de où sont nos points de découplage. Quels sont les points dans le flux où l'on veut assurer une disponibilité permanente et où on veut découpler quelque part la consommation et les réapprovisionnements. Un exemple très concret chez Straumann, ça a été de dire des pièces décolletées, les ébauches, ça doit constituer un point de découplage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et le fait de les positionner comme point de découplage, on réduit le délai d'obtention des produits finis et donc de réapprovisionnement du stock de produits finis, en l'occurrence à balle. Et on se dote de mécanismes qui vont permettre de lancer et d'agréger les besoins au niveau du décolletage de manière plus conforme aux besoins du décolletage, par exemple. Donc, on définit les points de découplage, on prend 2 pas de recul par rapport à notre modèle de pilotage, on définit des points de découplage, on définit des points de contrôle, c'est-à-dire quels sont les quelques endroits par lesquels on veut tirer le flux, par lesquels on veut piloter. On ne va pas essayer d'optimiser tous les postes et de tout replanifier en permanence. On va vraiment se polariser sur quelques points de contrôle. On met en place des buffers, et je vais revenir sur cette notion-là. C'est en fait des amortisseurs qui sont utilisés à certains points dans l'usine et dans la supply chain, et orchestrer tout ça, piloter une fois qu'on a mis en place le modèle sur les 3 premières étapes. Une fois qu'on a fait la configuration du modèle, on va utiliser ce modèle
pour déclencher les ordres au quotidien et pour piloter les priorités. Les mécanismes donc qu'on utilise, ce sont des buffers de stock dynamiques que l'on va piloter en rouge, jaune, vert, et c'est une caractéristique aussi importante dans la méthodologie qui est d'avoir un système de pilotage très visuel qui va permettre de travailler par exception. On va aussi utiliser ce qu'on appelle des buffers de temps. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ni plus ni moins que de files d'attente, d'encours organisés à certains points dans le process et que l'on va piloter en rouge, jaune, vert de manière à avoir les bons jeux de priorité. À titre d'exemple, je vais organiser une file d'attente devant un goulot, devant un poste qui est fortement chargé. Pourquoi? Parce que je veux absolument faire en sorte de protéger ce poste-là et de faire en sorte qu'en permanence, je vais avoir de la matière à transformer, puisque toute minute de capacité perdue sur ce poste-là va être perdue pour la capacité à proprement parler de l'entreprise. Et puis, on va gérer aussi des buffers de capacité, bien faire le distinguo entre quelles sont les ressources contraintes, quelles sont les ressources, par contre, qui sont non contraintes. Et du coup, je ne vais pas essayer d'optimiser mes ressources contraintes. Elles vont être assujetties aux ressources contraintes de manière à m'assurer que je fais écouler le flux le plus rapidement possible. Et donc, on va définir des notions de goulot, de points de contrôle, tout un mécanisme de manière à représenter de manière visuelle notre modèle et de pouvoir le piloter correctement. Alors, c'est un petit peu rapide, donc je vous enverrai cette présentation et vous aurez des liens à des articles de blog, etc., qui peuvent donner un peu plus de perspective. Sans aller trop dans le détail, compte tenu du temps qui nous est imparti, ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'il s'agit certes d'un mécanisme de flux tiré, et c'est le petit icône que vous voyez sur ce diagramme à gauche. Au quotidien, on reçoit des commandes, on actionne des réapprovisionnements et on va piloter des priorités. C'est très mécanique, c'est une logique de flux tiré très mécanique. Mais pour que cette logique de flux tiré très mécanique fonctionne, il faut qu'elle ait été préparée correctement. Ce qui veut dire que dans le modèle qui a été développé par les initiateurs de la méthodologie, le Demand-Driven Institute en l'occurrence, ce modèle opératoire à court terme est préparé et alimenté par le plan industriel et commercial, le SNOP de l'entreprise, avec un certain nombre de mécanismes qui ont été et de logique ou de gouvernance, on va dire, qui ont été définis de manière à s'assurer que ce que l'on va avoir comme mode de fonctionnement au quotidien au vu de la demande réelle est aligné avec les directions stratégiques de l'entreprise et on est dans une logique où on va pouvoir à la fois opérationnaliser la stratégie que l'on définit et alimenter la stratégie par les capacités de notre modèle opératoire. Donc, on va trouver quoi dans l'approche Demand-Driven? Ce que je vous disais, on met en cohérence des bonnes pratiques qui sont issues des flux tirés et de MRP. C'est une méthodologie qui est codifiée, qui est décrite en détail, qui est formalisée et qui est applicable end-to-end. Donc, on a un certain nombre de clients, c'est pas encore le cas chez Straumann complètement, mais où à la fois c'est appliqué dans la distribution au niveau mondial, sur l'ensemble du réseau de distribution et des centres de distribution, et éventuellement d'ailleurs aussi avec du VMI, avec des clients externes. On va piloter la planification de production en liaison avec le réapprovisionnement de ce réseau de distribution et on va aussi déclencher la partie approvisionnement en amont, donc réellement end-to-end. Et la méthodologie, elle est développée par le Demand-Driven Institute, qui est une équipe, un think tank américain qui développe des formations. Donc, elle est codifiée. Quand on parle, par exemple, à n'importe qui de zone rouge ou de zone jaune ou de zone verte, tout le monde comprend la même chose, tout le monde comprend les modes de calcul qui sont derrière et le mode de fonctionnement du système. C'est un formidable accélérateur. Moi, j'ai mené un certain nombre de mises en place de flux tirés dans ma carrière
et ça prenait souvent des années et on avait tendance à s'essouffler en cours de route. Clairement, là, en 6 mois, 12 mois, 18 mois, on arrive à mettre en place des transformations profondes sur l'ensemble d'une entreprise, simplement parce qu'on dispose d'une méthodologie codifiée, d'un processus de mise en place qui est aussi organisé, on va dire, et de logiciels pour une intégration au sein des systèmes ERP. Un intérêt aussi de la méthodologie, c'est que les résultats sont là. Alors, Julien a témoigné de quelques-uns. Là, je partage une étude ou une analyse qui a été faite, non pas par nous en l'occurrence, mais par un autre organisme en Allemagne, et qui a mené des enquêtes sur plusieurs entreprises qui avaient mis en place, et effectivement, on constate des résultats. Ça, c'est juste un petit exemple de résultats sur une entreprise qui avait mis en place en 2020-2021, et vous voyez sur les premiers mois plusieurs choses. Alors, sans connaître réellement la méthodologie en détail, ce que vous pouvez voir, c'est que entre octobre 2020 et avril 2021, le nombre d'articles qui étaient dans leur plage de stock cible, c'est-à-dire qui étaient en vert, a augmenté significativement. Les bleus, c'est-à-dire les stocks qui sont surnuméraires ou les flux qui étaient surnuméraires, ont fortement diminué, puis ensuite se sont un petit peu dégradés. Que le stock total pour ce portefeuille d'articles qui était en excès au départ s'est rapproché de la cible, et vous voyez qu'on a une vue claire sur quelle est la cible à atteindre. Et le dernier graphique à droite, c'est que les ruptures dans le même laps de temps ont été fortement réduites sur ce portefeuille de produits. On avait l'habitude d'avoir entre 30 et 35 ruptures par jour. Et là, on est descendu progressivement aux alentours de 5. Donc, dans le même laps de temps, on a réduit les stocks, mais en ayant une meilleure santé des stocks et moins de ruptures. Quelques caractéristiques du modèle. Donc, on est sur un modèle très visuel. Là, vous voyez quelques exemples, en l'occurrence du logiciel que nous diffusons, qui s'appelle Intuiflow. Vous avez à la fois des graphes analytiques sur l'évolution historique, par exemple, d'une boucle de réapprovisionnement, du stock et de l'équation de déclenchement, par exemple, sur les 12 derniers mois, sur le graphe qui est en haut à droite. Vous avez au milieu à gauche le tableau de bord pour aujourd'hui d'un planificateur. Voilà les priorités, par exemple, à lancer. En bas à droite, on est sur un pilotage de file d'attente dans l'atelier devant une machine goulot, par exemple. Donc, on est sur vraiment un modèle de pilotage qui est extrêmement visuel, de manière à ce que tout le monde comprenne ce dont on parle. En termes de domaine d'application, la méthodologie s'applique un petit peu dans tous les environnements industriels et de distribution, simplement un petit peu comme vous auriez besoin d'adapter les démarches Lean ou les démarches MRP ou le modèle dans chaque entreprise. Au départ, lors de la mise en place, vous devez concevoir un modèle qui va correspondre aux besoins de l'entreprise. Et on va trouver à la fois des produits complexes. Alors, on ne le voit pas là, mais par exemple, on a démarré des activités chez Caterpillar sur un site au Mexique. On est sur des produits extrêmement complexes avec des nomenclatures profondes, etc. On va être sur de l'implantologie dentaire comme on l'a vu là, ou on va être sur des processus d'embouteillage ou de fabrication de cosmétiques qui sont beaucoup plus gros volume et avec des gammes opératoires et des nomenclatures plus simples. Simplement, à chaque fois, il faut effectivement adapter le modèle. Je vous enverrai aussi ce lien-là, donc vous trouverez par exemple sur notre site un certain nombre d'exemples d'entreprises. Je vous invite à, peut-être certains d'entre vous connaissent l'entreprise, mais notamment visionner le témoignage de Mettler Toledo, entreprise basée à Zurich et qui a mis en œuvre au niveau global, en 18 mois et en plein, sans
sans pouvoir voyager en confinement et suite de confinement, la méthodologie sur 18 usines et 3 hubs régionaux. Je pense que c'est à peu près le contenu que je voulais partager. J'ai été un peu plus bavard et un peu plus long que je ne souhaitais. Est-ce qu'il y a des questions? C'est parfait, merci Bernard en tout cas. Là j'ai une question super intéressante de Pierre-André. Le DDMRP adresse l'optimisation pour la création de biens tangibles. De quelle manière pourrait-on l'adresser dans le service ou simplement sur un exemple actuel de la production, de l'approvisionnement ou de la fourniture d'énergie? Ça c'est c'est effectivement une question intéressante. Typiquement, oui, le DDMRP est plus orienté, est clairement orienté système industriel et fabrication de biens physiques. Et par contre, les principes qui vont à la clé, je dirais plus particulièrement la partie Drum Buffer Rope ou la partie théorie des contraintes qui est impliquée dans le DDMRP ou qui est mise en œuvre dans la méthodologie et dans les outils, pourrait très bien être utilisée pour de la gestion de ressources immatérielles, etc. Un exemple, c'est que en l'occurrence, notre PDG, Eric Bush, qui est un ancien d'IBM, est venu au DDMRP et à ces principes-là, en ayant été exposé, il était en charge chez IBM de ressources de consulting, et il avait eu à faire face aux réaffectations de compétences et de ressources de consulting après Y2K, après avant l'an 2000, pour ceux qui se souviennent de ça. Bon, tout le monde avait peur du bug de l'an 2000 et donc toutes les équipes informatiques, toutes les ressources informatiques étaient focalisées là-dessus. Et puis après ça, il s'était retrouvé chez IBM avec une inadéquation des ressources par rapport aux nouveaux besoins qui étaient le début de l'e-business, etc. Et en fait, il avait mis en œuvre chez IBM les méthodologies de la théorie des contraintes, justement pour réaffecter et gérer des buffers de ressources ou rééquilibrer les buffers de ressources en fonction de la demande. Donc, c'est typiquement, la théorie des contraintes s'applique bien à ce genre de choses. Par contre, je vous dirais pas que les logiciels DDMRP, etc., s'adaptent bien à cette logique-là, ou du moins à la gestion de biens immatériels. Merci Bernard pour ta réponse. Est-ce que Pierre-André, la réponse te convient? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Parfait, je cesse les questions. Alors, tu peux y aller, Pierre-André. Ouais. Merci en tout cas d'avoir démystifié le DDMRP. C'est vrai que c'est difficile de couvrir un sujet aussi vaste en peu de temps. Moi, je recommande aussi ton blog parce que je m'y réfère de temps en temps et je trouve très, très intéressant. Donc, merci. Ouais. Merci. Je vais juste rajouter un petit quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui est assez prégnant pour de nombreuses supply chains. C'est le fameux effet coup de fouet, c'est-à-dire le fait qu'on a à certains moments des effets de pompage, une très forte accélération, une très forte augmentation de la demande, puis ensuite ça s'écroule, etc. Et ça, c'est exacerbé par les modes de pilotage que l'on a aujourd'hui. Et juste à titre d'anecdote, la première fois que j'avais visité et que j'avais rencontré l'équipe de direction de l'usine de Villeray chez Stroman, le patron de production de l'époque m'avait dit, mais
les commerciaux, là, ils savent pas ce qu'ils font, en fait. On a des demandes énormes, et puis ensuite ça s'écroule, et puis ensuite, de nouveau, c'est énorme. C'est absolument impossible à maîtriser et à gérer. Et quand vous y réfléchissez, que vous prenez quelques pas de recul, et que vous regardez comment est articulé et quel est le facteur de consommation d'une supply chain d'implants dentaires, le facteur consommateurs, ce sont des dentistes qui posent des implants. Donc, bien entendu, la demande du marché au bout du bout, elle est d'une grande stabilité parce qu'il n'y a pas d'effet de campagne, il n'y a pas d'effet promotionnel, etc., sur la pose d'un plan dentaire. Toutefois, les modes de pilotage, typiquement, généraient une instabilité énorme. Le fait d'avoir changé le modèle, et notamment, Julien l'a exposé tout à l'heure, de donner la responsabilité finalement au site de production, de gérer le réapprovisionnement du stock central dans un mode de type VMI interne, ça a complètement changé la donne et ça a complètement stabilisé le signal derrière. Donc c'est aussi un point extrêmement important dans la méthodologie, c'est d'arriver à arrêter la variabilité que l'on s'auto-inflige par les modes de pilotage, de passation de commandes, de réapprovisionnement conventionnels que l'on peut avoir. Ouais. Merci pour ce complément, Bernard. Il est 13h31. Est-ce que une petite dernière question ou est-ce qu'on clôture maintenant le webinaire? Il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat pour le moment. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. Merci Bernard aussi de nous avoir consacré ce temps. C'était vraiment un plaisir, en tout cas pour moi. Et puis, j'espère qu'il y aura une suite encore. Je pense que le DDMRP est vraiment quelque chose, un outil à mieux connaître et j'espère qu'on aura l'occasion, Bernard, de peut-être faire quelque chose plus tard, une conférence ou un atelier. J'espère qu'on pourra mettre ça en place. Si l'occasion s'en présente. Ouais. Et je vous souhaite une belle journée à tous, un beau week-end et puis merci d'avoir été présents. Merci, au revoir. Merci, au revoir.